Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 5 mai 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Qu'est-ce qu'on a sur le plateau aujourd'hui? J'ai réussi à mettre la main sur une invitation de Blue Sky, le nouveau réseau social de Jack Dorsey, créateur original de Twitter. Intéressant, ça va vite, ça va très très vite. Il y a déjà un jeune, Jason, je crois son nom, qui a développé Sky Spaces, une application qui permet de faire des salons audio, un petit peu à la Twitter Space. Et ça va très très vite. J'imagine que ça va être intégré, j'imagine, dans l'application. Mais c'est intéressant de suivre l'évolution de ça. Si évolution il y a, hein? Parce que je trouve que parfois ça se ressemble beaucoup. Tout le monde essaie de faire la même chose. J'essaie un peu de leur envoyer des commentaires, des suggestions pour essayer de rendre ça un petit peu plus différent, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec le futur pour Blue Sky et Sky Spaces. On commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10, la fin d'une ère. Eh oui, Windows 10 a été lancé en 2015, il y a 8 ans. Microsoft a été jusqu'à lancer 2 nouvelles versions de Windows 10 chaque année, avant de revenir à un rythme d'une version par année. Cependant, depuis le lancement de Windows 11, les mises à jour de version de Windows 10 ont été très mineures. La version 22H2 n'apportant aucune nouvelle fonctionnalité, seulement des correctifs. Microsoft a annoncé ce jeudi 27 avril qu'il ne prévoyait plus de publier d'autres mises à jour de fonctionnalités pour Windows 10. Alors, je les cite, la version actuelle 22H2 sera la version finale de Windows 10 et de toutes les éditions associées, a déclaré Jason Lesnick de Microsoft dans un article de blog. Microsoft n'a pas modifié la date de fin de support de Windows 10 fixée à octobre 2025, et ça depuis des années. La nouveauté réside dans la confirmation de ce que beaucoup pressentaient. La version actuelle de Windows 10, la 22H2, sera la dernière à inclure des nouvelles fonctionnalités. Les prochaines mises à jour en date comporteront principalement des correctifs de bugs plutôt que de véritables nouvelles fonctionnalités. Après cette date, il sera recommandé aux utilisateurs de passer à une version plus récente de Windows. Eh oui, ce sera probablement Windows 11 ou Windows 12 à ce moment-là. Pour être éligible à Windows 11 ou une version ultérieure, il sera peut-être nécessaire d'acquérir un nouvel ordinateur. Hein, Microsoft? Quel bon truc! Windows 10 est le successeur de Windows 8. Bon, un système d'exploitation qui avait reçu des critiques mitigées en raison de son interface utilisateur radicalement différente et la suppression du menu démarrer traditionnel. Je ne me souviens pas de ça. Les utilisateurs ont trouvé Windows 8 déroutant et peu convivial, en particulier pour ceux qui utilisaient des ordinateurs de bureau sans écran tactile. Ah ouais, je pense qu'il y avait c'est les tuiles qui étaient apparues, effectivement, les fameuses tuiles dans Windows 8. Là, je me souviens. Face à ces critiques, Microsoft a conçu Windows 10 dans le but de répondre aux attentes des utilisateurs et de résoudre le problème soulevé par Windows 8. Windows 10 a réintroduit le menu démarrer, offrant une combinaison de l'interface classique et des fonctionnalités de Windows 8, tout en proposant une expérience utilisateur améliorée. En outre, Windows 10 a été lancé comme un système d'exploitation unifié, c'est-à-dire qu'il était destiné à fonctionner sur une variété d'appareils, tels que les ordinateurs de bureau, les portables, les tablettes et les smartphones. Cela a simplifié le développement des applications et a permis aux utilisateurs de profiter d'une expérience cohérente sur tous leurs appareils. Microsoft développe ses propres processeurs. Microsoft serait en train de développer un nouveau processeur ARM pour concurrencer la série M d'Apple. Les spéculations sur les plans de Microsoft pour la création de son propre processeur ont commencé à circuler après que la société ait publié des offres d'emploi pour des postes liés aux accélérateurs de silicium personnalisés, aux systèmes sur puce et aux conceptions haute performance à large bande passante. Le poste d'architecte principal de système sur puce a également été annoncé. Si Microsoft se lance dans la construction de ses propres puces, cela représente une tâche ardue qui pourrait s'avérer risquée, étant donné qu'Apple a mis des années à développer son propre silicium et à construire son système d'exploitation pour en tirer pleinement parti. Toutefois, Microsoft serait en train de travailler à toute vapeur pour concurrencer Apple. La sortie imminente de Windows 12 devrait comporter
l'optimisation du silicium ARM pour tirer parti des capacités d'intelligence artificielle de Microsoft. Certains craignent que l'entreprise ne tourne le dos aux partenaires de longue date de Microsoft sur le marché des PC, car cela pourrait signifier que la société ne fournirait plus de puces d'autres fabricants. Bien que cela représente un défi de taille, cela pourrait également être une opportunité pour la société de se démarquer sur le marché des PC. Les puces d'Apple sont conçues pour une utilisation exclusive sur ces appareils, tels que les iPhones, les iPads, les Mac, les Apple Watch. La firme a commencé à concevoir ses propres processeurs en 2010 pour les appareils mobiles et a commencé à utiliser ses propres puces pour les Mac à partir de 2020. Globalement, les puces Apple M ont été bien accueillies par les critiques et les consommateurs pour leur performance exceptionnelle, leur efficacité énergétique et leur capacité à gérer des charges de travail exigeantes. C'est la fin pour les périphériques Microsoft. Changement d'époque, Microsoft arrête la production de ses périphériques PC classiques pour se concentrer sur sa gamme Surface, y compris les claviers, les souris, les webcams. Un changement qui intervient alors que les résultats financiers du premier trimestre montrent une baisse des revenus des dispositifs et des ventes de licences de Windows. Cette décision d'abandonner la production de périphériques PC classiques, on parle de clavier, souris, webcam, marque la fin d'une époque pour Microsoft qui avait lancé sa première souris en 1983, accompagnée de Microsoft Word et Notepad. Dan Laycock, responsable de la communication chez Microsoft, a déclaré que l'entreprise se concentrait désormais sur les accessoires PC Surface. Les accessoires Surface qui incluent les claviers et les souris sont généralement vendus à des prix plus élevés que les périphériques standards. Cependant, on ne sait pas encore si des accessoires Microsoft plus abordables seront désormais disponibles sous la marque Surface. Autre problème, le constructeur ne propose pas actuellement de webcam Surface, à l'exception d'un modèle conçu pour les salles de conférence à 800 $ américains. Je les cite, nous continuerons à proposer une gamme d'accessoires PC de marque Surface, y compris des souris, des claviers, des stylets, des stations d'accueil, des accessoires en tout genre et plus encore, détaille le responsable. Il continue, les accessoires PC actuels de marque Microsoft tels que les souris, claviers, webcam, continueront d'être vendus sur les marchés existants au prix de vente actuel jusqu'à épuisement des stocks. Alors, les collectionneurs doivent se précipiter avant la fin. L'annonce de l'abandon des périphériques classiques intervient quelques mois après que Microsoft a déclaré avoir supprimé 10 000 emplois. Le marché des PC est en difficulté et les revenus de Microsoft provenant des appareils et PC, y compris Surface, des accessoires PC ou des HoloLens, je ne savais même pas que ça existait encore, ont baissé de 30 % d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre fiscal. Il en va de même pour les revenus liés de l'activité des licences de Windows. Les fabricants paient pour installer Windows sur leurs ordinateurs, qui est en recul de 28 %. Heureusement, l'entreprise peut compter sur ses activités de cloud, de bureautique et de serveurs qui ont compensé les faiblesses. Et même plus que compensé, Microsoft a enregistré un chiffre d'affaires de 52,9 milliards de dollars américains et un bénéfice net de 18,3 milliards durant le premier trimestre. Apple, un nouveau système pour désactiver certaines fonctions selon votre géolocalisation. Apple testerait en coulisses un nouveau système qui permettrait d'activer ou de restreindre des fonctions système de l'iPhone et de l'iPad en fonction de leur position géographique et des règles imposées par chaque pays. Country D. Voici comment les équipes d'Apple désigneraient un tout nouveau système actuellement en cours de développement. Sa particularité, il serait capable de localiser précisément les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad et pourrait limiter, si nécessaire, certaines fonctions du système de ses logiciels d'exploitation. Pour ce faire, Apple se sert de la région d'un appareil, des paramètres du logiciel ou encore de la provenance du matériel pour restreindre certaines fonctionnalités. C'est ce qui lui permet, par exemple, de rendre FaceTime inaccessible dans certaines régions du monde, comme aux Émirats arabes unis. Avec Country D, plusieurs données seraient en plus combinées,
comme la position GPS, le code du pays, le code du routeur Wi-Fi et les informations obtenues à partir de la carte SIM. Cette fois, il ne serait plus possible de contourner les restrictions. Mais pourquoi Apple travaille-t-il donc en interne sur un tel système? Ben, c'est clair, c'est le DMA, le Digital Market Act, ou règlement européen sur les marchés digitaux, qui entrera en vigueur en 2024. À terme, cette nouvelle réglementation européenne obligera la firme de Cupertino à revoir totalement l'architecture de son App Store. Elle devra permettre l'installation des boutiques d'applications alternatives ainsi que des moyens de paiement tiers. Elle devra aussi améliorer l'interopérabilité avec les applications et les services concurrents. Il faudra un système particulièrement performant de géolocalisation qui ne sera pas facilement contournable via un VPN ou en modifiant la région de son iPhone. Il est fort à parier que CountryD ne sera pas mentionné en grande pompe lors du WWDC, la conférence mondiale des développeurs organisée par Apple, qui aura lieu au début du mois de juin. Comme le rappelle Mark Gurman, « Hey Mark, how are you Mark? » L'entreprise gère généralement ces changements de fonctionnalités imposés par des législateurs en toute discrétion. C'était loin des projecteurs que le groupe s'est plié aux demandes du régulateur néerlandais lorsqu'il lui a imposé d'autoriser les systèmes de paiement tiers dans les applications de rencontres. Apple et Google coopèrent. Bravo, c'est bon la coopération. Apple et Google veulent lutter contre l'utilisation abusive des dispositifs de localisation Bluetooth à des fins de traçage non désirées. Ils vont donc collaborer afin de concevoir une spécification qui sera soutenue également par Samsung, Tile, Chipolo, UFi Security et Pebblebee. Cette spécification industrielle va permettre de bloquer les dispositifs de localisation Bluetooth non autorisés, comme n'importe quel traceur type AirTags sur les plateformes iOS et Android. Les fabricants de ces dispositifs devront en conséquence suivre les meilleures pratiques et instructions pour intégrer ces fonctionnalités dans leurs produits pour ne pas être bloqués. Pour rappel, ces traceurs et autres dispositifs de localisation permettent aux utilisateurs de retrouver facilement leurs objets personnels, tels que leurs clés, leurs sacs à main, leurs bagages et bien d'autres choses. D'ailleurs, à New York, ils poussent pas mal pour faire baisser le vol d'automobiles. Toutefois, ils peuvent aussi être détournés pour suivre des individus à leur insu. C'est pour lutter contre ce problème qu'Apple et Google ont décidé d'unir leurs forces et de soumettre une spécification industrielle commune. Ron Wang, vice-président de la détection et de la connectivité chez Apple, drôle de poste, souligne que cette nouvelle spécification s'appuie sur les protections existantes d'AirTags et représente une avancée majeure pour lutter contre le traçage non désiré sur iOS et Android. De son côté, Dave Burke, vice-président de l'ingénierie pour Android chez Google, rappelle l'engagement inébranlable d'Android pour la protection des utilisateurs. En plus des fabricants de dispositifs, divers groupes de défense des droits et de sécurité ont été intégrés dans le développement de cette spécification. Bravo! L'initiative est ainsi saluée par des organisations telles que le National Network to End Domestic Violence et le Center for Democracy and Technology, qui considèrent cette collaboration comme un pas en avant significatif pour réduire les abus liés à l'utilisation des dispositifs de localisation Bluetooth. La spécification a été soumise en tant que Internet Draft auprès de l'Internet Engineering Task Force, le IETF, une organisation de développement et de normes de premier plan. Les parties intéressées sont invitées à examiner et à commenter ce projet au cours des 3 prochains mois. Suite à cette période de commentaires, Apple et Google collaboreront pour étudier les remarques et publieront une mise en œuvre de production de la spécification d'ici fin 2023. Celle-ci sera prise en charge dans les futures versions d'iOS et d'Android. Le nouveau Canva s'appelle Microsoft Designer. On parle de Canva, le logiciel de graphisme. Annoncé en octobre, l'outil de création graphique assisté par intelligence artificielle. Ah, il y a de l'intelligence là-dedans. Microsoft Designer vient d'être lancé en accès libre pour le grand public. Cool! Ce dernier ambitionne de concurrencer Canva, qui a su conquérir le cœur des designers en herbe du monde entier.
Plus le temps passe, plus la création graphique se simplifie. Ces dernières années, Canva a connu une croissance exponentielle avec une simplification extrême du processus créatif. L'outil a permis à des millions de personnes de ne pas avoir à passer par la case formation ou logiciels comme Photoshop pour créer des visuels, des posts sociaux ou même présentation à partir de modèles prédéfinis et modifiables simplement. Depuis son annonce en octobre dernier, Microsoft Designer a évolué et a ajouté de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. La nouvelle version permet également de générer des textes pour les réseaux sociaux. Pour l'instant, Facebook, LinkedIn et Instagram sont supportés. Hein? Nul doute que sans les incertitudes autour de l'API de Twitter, eh bien, le réseau social Twitter serait de la partie. Après la création de votre visuel, il suffit de donner un indice sur le contenu à produire. Et l'intelligence artificielle de Microsoft vous proposera plusieurs versions d'accroches à publier. Outre les publications sociales, il permet également de créer des visuels animés avec des arrière-plans et des transitions de texte dynamiques. Microsoft prévoit également d'ajouter encore plus d'options d'édition à son outil dans le futur. Il sera notamment possible de placer un objet à un endroit précis dans un graphique et de remplir automatiquement le reste de l'image. Des options effacer et remplacer l'arrière-plan vous permettront de gommer des objets, des personnes ou des décors qu'ils ne souhaitent pas voir dans leur graphique. Microsoft Designer est disponible gratuitement pendant la période de test via le site web de l'application ou dans le navigateur Microsoft Edge via la barre latérale. À la fin de la version bêta, le logiciel sera accessible intégralement aux abonnés de Microsoft 365. La firme prévoit tout de même garder les fonctionnalités basiques accessibles à tous pour se rendre indispensable et vous inciter à l'abonnement. L'accélération de Microsoft autour de l'intelligence artificielle est impressionnante ces derniers mois. Bing AI a su prendre Google de vitesse, investir $1 milliard dans OpenAI et prendre une position majeure sur le secteur en plein boom en 2023. YouTube Music déploie une nouvelle fonctionnalité gratuite. 5 ans après la bataille, YouTube Music se lance enfin dans les podcasts. Peu importe que la concurrence ait déjà capitalisé sur le marché, la filiale de Google entend bien rattraper son retard et s'imposer elle aussi sur le secteur de l'audio. Aux États-Unis, la prise en charge des podcasts a déjà commencé à être déployée. Cette nouveauté permet notamment aux utilisateurs et utilisatrices de suivre leurs podcasts préférés directement depuis l'application YouTube Music sans avoir à passer par une plateforme de flux RSS tierce. Ah, intéressant. Rappelons que les contenus audio n'ont pas attendu cette annonce pour s'emparer de YouTube. Jusqu'à présent, ils étaient simplement noyés dans le catalogue vidéo de la plateforme. L'annonce sonne donc comme une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu, autant que pour les auditeurs et les auditrices. La fonctionnalité devrait en effet permettre l'écoute en arrière-plan et le téléchargement de flux audio hors ligne, y compris pour les non-abonnés. Cool! Cet ajout totalement gratuit devrait prendre la forme d'un nouvel onglet dédié à la découverte de nouveautés, mais aussi à la centralisation de vos différents abonnements. Les bonnes nouvelles, il serait aussi possible de basculer d'un simple geste entre les versions audio et vidéo d'un podcast, comme le propose déjà la plateforme pour les clips musicaux. Derrière cette nouveauté, l'objectif de YouTube Music est évidemment de concurrencer Spotify, en se lançant lui aussi sur le marché du podcast. Face aux 210 millions d'abonnés premium revendiqués par le leader du streaming musical mondial, la plateforme de Google ne compte que 80 millions de souscripteurs à ses formules premium et musique. C'est peu, d'autant plus que l'argument de vente principal de cet abonnement réside dans la suppression de la publicité sur la plateforme vidéo et non dans son catalogue musical. Pour le moment, les podcasts sur YouTube Music ne seront accessibles qu'aux États-Unis, sur les versions web, iOS et Android de la plateforme. L'entreprise indique toutefois avoir prévu de déployer cette nouveauté à l'international dans plusieurs autres pays à l'avenir. Google Pixel, attention à la mise à jour. Attention, attention. Si vous voulez utiliser un Google Pixel, mieux vaut faire très attention dans les jours à venir à la mise à jour que vous pourriez installer sur votre smartphone. Alors, on va aller voir l'article, mais oui, écoutez, c'est un petit peu, il y a plusieurs versions. En effet, si celui-ci tourne sur Android 13 QPR3,
Vous pourriez être tenté de télécharger sans attendre la prochaine version, puisque celle-ci est victime de nombreux bugs, mais vous risqueriez de vous retrouver sur la bêta d'Android 13, qui n'est guère mieux. Hein? À ce jour, les utilisateurs de Google Pixel ont concrètement le choix entre deux systèmes d'exploitation, Android 13 ou 14, avec le déploiement de la première bêta publique il y a quelques semaines. Néanmoins, un troisième cas de figure est envisageable. En effet, si vous souhaitez tester en avance les prochaines nouveautés d'Android sans vous risquer à l'instabilité d'Android 14, vous pouvez opter pour Android 13 QR3 Beta. Et seulement voilà, cette bête n'est pas des plus stables non plus. En effet, de nombreux utilisateurs se plaignent du téléphone qui gèle et qui plante de façon intempestive, les menant à vouloir installer au plus vite une nouvelle mise à jour venant régler ces problèmes. Le problème, comme le rapporte Phone Area, ces derniers pourraient alors être dirigés vers Android Beta 14 Beta 1.1. Autrement dit, la mise à jour proposée par Google n'est pas Android 13 QPR 3.1, mais bien un passage à la dernière version bêta publique d'Android 14. Or, si celle-ci vient certes régler des nombreux bugs sur le système d'exploitation, comme la carte SIM qui n'est plus détectée, des petits bugs, ça, ou encore certaines applications qui entraînent un crash, cette version est encore loin d'être assez stable pour être sécurisé. Autrement dit, il est impératif de bien regarder quelle version d'Android vous apprêtez à installer avant de lancer la mise à jour, surtout s'il s'agit de votre smartphone principal, votre téléphone. De plus, notez qu'il est impossible de passer sur la bêta Android 14 sans effacer complètement ses données. Oh là là, rendant l'opération encore plus dangereuse. Prudence donc, sinon votre téléphone risque de se transformer en brique. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Le Google Pixel Fold dévoilé avant sa présentation. Google a conçu et développé une série de smartphones appelés Google Pixel. Lancés en 2016, les multiples versions du téléphone ont été commercialisées par la suite. Évidemment, ces appareils sont dotés du système d'exploitation Android de Google. Ils sont connus pour la qualité de leurs appareils photo, et l'autonomie optimale de leur batterie. D'ailleurs, la firme américaine a récemment annoncé travailler sur un Google Pixel Fold, son premier modèle de téléphone intelligent pliable. On ne connaît pas encore sa date de présentation ni sa date de sortie officielle, mais Android Authority a rapporté une nouvelle fuite permet de voir de près le Google Pixel Fold. Le téléphone pliable est un type de smartphone qui peut être plié en deux grâce à un écran flexible. Cela offre une plus grande surface d'affichage lorsqu'il est déplié, mais aussi une réduction de la taille du téléphone lorsqu'il est transporté. Il est probable que Google va dévoiler officiellement le Pixel Fold lors de sa conférence annuelle Google I/O. À sa sortie, le Pixel Fold devrait avoir une connectivité 5G et être à la pointe de la technologie. Avant cette entrée de Google dans le monde des smartphones pliables, la série Galaxy Z Fold de Samsung a occupé la première place en termes de vente sur le marché international. Si on se fie aux images du Pixel Fold qui ont fuité, vous regarderez l'article, on peut voir les bords épais de l'appareil avec un écran à extérieur de 5,8 pouces. En face, le Galaxy Z Fold 5, dont les images ont aussi fuité, est muni d'un écran beaucoup plus homogène avec un écran extérieur de 6,2 pouces. Le choix est donc à la portée des utilisateurs, même si on est encore à quelques semaines de la sortie de ces deux téléphones. En outre, le Pixel Fold sera disponible en noir et en coloris porcelaine. Clubhouse va licencier 50% de ses employés. Clubhouse, qui est une application sociale audio, est dans une mauvaise passe et peine à tourner la page de la pandémie. Les créateurs de cette application de salons vocaux viennent d'annoncer le licenciement de la moitié de leurs employés. La mauvaise nouvelle a été annoncée par mail aux salariés et partagée publiquement sur le blog de l'entreprise. J'ai lu c'est très professionnel et ils sont très respectueux quand même de leurs employés. Sorti pendant la pandémie de COVID-19, dans le fond, l'application a rapidement fait parler d'elle grâce à son concept original de salons vocaux en direct que tout le monde peut rejoindre. Elle a réussi à créer un effet de mode avec son système d'invitation fermé. Plusieurs célébrités comme Mark Zuckerberg et Elon Musk
c'est qui ça, Elon Musk, ont passé une tête sur les serveurs, ce qui a aidé Clubhouse à se faire une petite popularité. L'entreprise a alors embauché à tour de bras et compte aujourd'hui 200 personnes, selon sa page LinkedIn. Le succès n'a pas vraiment perduré une fois la pandémie terminée et les différents confinements levés. Twitter et Facebook ont repris le concept à leur sauce, ce qui n'a pas manqué de faire perdre des utilisateurs à Clubhouse. Twitter, je comprends, mais Facebook, ils ne sont pas lancés dans le social audio. Mais bon, l'entreprise a depuis tenté de se relancer par différents moyens. Par exemple, en se mettant au texte avec le chat. Initialement, ils ne voulaient rien savoir du chat, ou en misant sur de nouveaux marchés. Dans leur billet, les créateurs de Clubhouse expliquent vouloir réinventer Clubhouse, bien conscients que ces utilisateurs ont moins de temps à passer sur des salons vocaux qu'en 2020. La gestion interne serait compliquée par le fait que les employés travaillent à distance. Et je cite, le résultat est qu'il est difficile pour les équipes de se coordonner, que les gens se sentent bloqués par nous et que les personnes brillantes et créatives sont sous-exploitées, écrivent les fondateurs. Pour se lancer, Clubhouse veut désormais miser sur des équipes plus petites et axées sur le produit. Et je cite encore, une équipe plus restreinte nous permettra de nous concentrer et de gagner en rapidité et nous aidera à lancer la prochaine évolution du produit. Les deux fondateurs affirment avoir une idée précise de ce à quoi Clubhouse 2.0 devrait ressembler. TikTok va proposer de créer votre avatar à l'aide d'une intelligence artificielle. Wow, une intelligence artificielle. Un consultant en réseaux sociaux nommé Matt Navarra a partagé sur Twitter une fonctionnalité en préparation chez TikTok qui devrait faire fureur auprès des utilisateurs. D'après cette information qui a fuité sur les réseaux, TikTok s'apprêterait à proposer aux membres de la communauté un outil qui permettra de créer différents looks à partir de photos soumises à l'intelligence artificielle. C'est une bonne idée de ça, de donner nos photos, mais bon. M. Navarra détaille le fonctionnement de ce nouvel outil sur Twitter et en dévoile même l'interface utilisateur, ce qui laisse penser que le développement de cette fonctionnalité est déjà bien avancé. Selon M. Navarra, il faudra tout d'abord soumettre de 3 à 10 photos de vous-même à la plateforme pour qu'elle puisse avoir une matière de départ. Pour un résultat optimal, les créateurs du logiciel conseillent de sélectionner des photos bien éclairées sur lesquelles votre visage est bien dégagé. Vous pourrez ensuite choisir jusqu'à 5 styles de portraits, du plus réaliste au plus cartoonesque. La plateforme prendra ensuite quelques minutes pour générer une trentaine de portraits qu'il vous sera possible de télécharger en partie ou en intégralité. Ensuite, il faudra agir vite car tous les avatars seront effacés 5 minutes après leur création. Passé ce délai, il vous faudra attendre 24 heures pour réutiliser le service, qui n'est utilisable qu'une fois par jour par utilisateur. Et vous devrez téléverser de nouvelles photos de référence. L'introduction d'une dose d'intelligence artificielle dans TikTok a de quoi inquiéter. Le réseau social préféré des jeunes se révèle si addictif, il influence tant les comportements du jeune public que les législateurs européens et américains envisagent même de bannir l'application. Tous ces remous n'empêchent pas la compagnie d'innover à tout crin. Et ce nouvel outil de création d'avatars basé sur l'IA en est le dernier exemple. Proton va sécuriser vos mots de passe avec son propre gestionnaire. On connaissait les activités de Proton dans les courriels avec une solution fondée sur du chiffrement de bout en bout. On savait aussi de ses initiatives plus récentes dans les VPN pour sécuriser sa navigation, ainsi que dans l'hébergement à distance, Proton Drive, et dans la productivité, Proton Calendrier. Désormais, Proton ouvre un nouveau front, celui des gestionnaires de mots de passe comme Dashlane, LastPass, OnePassword ou encore Bitwarden ou KeePass. Mon préféré. L'entreprise suisse dévoile ce jeudi une nouvelle offre logicielle qui désire concurrencer les solutions déjà établies. Son nom, Proton Pass. Actuellement, l'application comporte les fonctionnalités courantes que l'on est en droit d'attendre pour un produit de ce type. Bon, premièrement, le remplissage automatique des informations de connexion, le nom d'utilisateur, le mot de passe, dans les champs de saisie adéquats. La création de mots de passe sécurisés, par exemple, lors de l'ouverture d'un compte sur un service en ligne, générateur de mots de passe. Enregistrement automatique des nouvelles connexions sur les sites que l'internaute visite afin de mémoriser les accès pour les prochaines fois. Et la fourniture d'une zone pour faire de la prise de notes, pour conserver des codes de récupération ou d'autres informations sensibles. Intéressant. Mais Proton Pass comporte aussi des mécanismes plus inhabituels. C'est le cas de la prise en charge du remplissage automatique de l'authentification à 2 facteurs.
pour les comptes qui l'utilisent. On trouve aussi le chiffrement de données gravitant autour du mot de passe qui peuvent être riches d'enseignements pour un pirate en cas de compromission. C'est le cas, par exemple, de l'identifiant ou du service que l'internaute fréquente. Il s'agit d'un projet récent chez Proton, même si la demande était ancienne au sein de la communauté des utilisateurs. Je les cite, c'est l'une des demandes que nous avons reçues le plus régulièrement, indique le fondateur et patron de Proton, Andy Yen. Je le cite encore, le chiffrement ne peut être efficace si les mots de passe des utilisateurs sont compromis. Et les récents piratages de gestionnaires mots de passe ont montré que le risque était réel, observe Andy Yen. Autrement dit, il ne suffit pas de protéger les comptes, il faut aussi bien sécuriser les clés qui y donnent accès. Reste maintenant à convaincre les internautes de basculer vers Proton Pass. Pour cela, la société basée en Suisse mise d'abord sur un argument très pragmatique, oui, la gratuité du logiciel, en tout cas pour les fonctionnalités de base. Et je cite, « Nous pensons que tout le monde doit pouvoir accéder à un Internet sécurisé et respectueux de la vie privée », défend Andy Yen. Cependant, Proton ne s'interdit pas d'introduire plus tard des fonctionnalités plus avancées, mais payantes. Tesla et la recharge gratuite à vie. Pendant les premières années de commercialisation des modèles S et modèles X, Tesla offrait la supercharge gratuite et illimitée pour toute la durée de vie du véhicule. Cette offre était particulièrement séduisante. Elle permet en effet aux propriétaires de ne jamais avoir à payer pour recharger la batterie de leur voiture. Cependant, en 2018, Tesla mettait un terme à cette offre, la jugeant insoutenable. Plusieurs centaines de milliers de véhicules Tesla bénéficient encore de la supercharge gratuite à vie dans le monde. En début d'année, Tesla a tenté une première approche pour inciter les propriétaires à renoncer à cet avantage en proposant une remise supplémentaire de 5 000 $ pour l'échange d'une Model S ou d'un Model X avec supercharge gratuit et illimité. Le constructeur redouble aujourd'hui d'efforts pour inciter ses conducteurs récalcitrants. Tesla lance un nouveau programme, Ownership Loyalty Benefit. L'entreprise propose 6 ans de supercharge illimitée pour l'achat d'une nouvelle Model S ou Model X d'ici la fin du trimestre. L'offre précise clairement que l'objectif est de supprimer la supercharge illimitée. Et je cite, « Les propriétaires actuels d'une Tesla Model S ou Model X bénéficiant de la supercharge gratuite illimitée sont éligibles à 6 ans de supercharge illimitée. Pour en bénéficier, les propriétaires doivent échanger leur véhicule ou renoncer à la supercharge illimitée et prendre livraison d'une nouvelle Model S et X avant le 30 juin 2023, peut-on lire dans la promotion. Ce programme reste toutefois plutôt intéressant. Les Model S et X ont considérablement évolué depuis 2018. Les propriétaires obtiendraient ainsi une version améliorée de leur voiture tout en bénéficiant de la supercharge gratuite pendant 6 ans. Cette promotion souligne en tout cas à quel point le réseau de superchargeurs de Tesla est l'un des atouts majeurs de la marque américaine. Créé pour faciliter les longs trajets en voiture électrique, il s'est rapidement développé à travers le monde, offrant aux propriétaires de Tesla la possibilité de recharger rapidement leur véhicule sur des milliers de stations. C'est devenu un argument de vente important pour le constructeur qui voudrait en faire une source de revenus supplémentaire. Le réseau de superchargeurs s'est d'ailleurs ouvert à des voitures électriques d'autres marques. Intelligence artificielle, l'un des pionniers du domaine quitte Google. Le pionnier de l'intelligence artificielle Geoffrey Hinton quitte Google après plus de 10 ans dans l'entreprise. Pas de départ à la retraite pour ce Canadien de 75 ans, très réputé dans le domaine. Il démissionne pour plus librement tirer la sonnette d'alarme sur les intelligences artificielles. Ou des mains d'applaudissements. Dans un entretien pour le New York Times, il confie carrément regretter sur ce quoi il a travaillé toute sa vie. Oh, et je le cite, « Je me console avec l'excuse habituelle. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait, explique-t-il. » Quand même. Cet ancien professeur effectue des recherches sur les réseaux de neurones artificiels depuis 1972. Il a lancé le premier algorithme pouvant identifier et trier les différents éléments d'une photo en 2012. Les découvertes du chercheur, ce sont à la base des systèmes comme ChatGPT, Bard ou même DALL-E. Très renommé, Geoffrey Hinton a été récompensé par un Turing Award en 2018, un des prix les plus prestigieux en informatique. Auparavant enthousiaste, le développement ultra rapide du secteur l'inquiète.
Je cite, l'idée que ce matériel puisse devenir plus intelligent que les humains, eh bien, quelques personnes l'ont cru. Je pensais que c'était loin d'être le cas. Je pensais que c'était dans 30 ans, dans 50 ans, voire plus. Évidemment, je ne pense plus cela aujourd'hui. Il explique s'attendre à ce qu'Internet soit prochainement submergé de textes, de photos et de vidéos générés par l'IA et qu'il sera bien difficile de tirer le vrai du faux. Il s'alarme également du fait que les intelligences artificielles puissent remplacer certains métiers comme les assistants juridiques ou les traducteurs. Même IBM a annoncé cette semaine qu'il allait arrêter les embauches pour utiliser l'intelligence. La possibilité que les IA deviennent hors de contrôle lui semble loin d'être de la science-fiction. Et je cite, « Regardez où l'on en était il y a 5 ans et où on en est aujourd'hui », a-t-il déclaré à propos de cette technologie. Et il dit, « Prenez la différence et projetez-la vers l'avant. » C'est effrayant. Il s'inquiète notamment du fait que les intelligences artificielles puissent coder et faire tourner leur propre code. Des entreprises comme OpenAI ont révélé tester leur modèle pour s'assurer qu'il ne représentait pas de danger. Il faut dire que la scène actuelle du développement des IA a de quoi préoccuper. Google aurait apparemment mis son éthique de côté pour sortir plus rapidement un produit au public et ne pas se laisser distancer par Microsoft. Geoffrey Hinton estime que les deux entreprises sont désormais dans une compétition difficile à arrêter et pouvant avoir des conséquences désastreuses, que je suis d'accord avec lui. De son côté, OpenAI est de moins en moins open et a annoncé de partager de moins en moins d'informations sur la manière dont sont créés ces modèles en coulisses. Black Mirror revient sur Netflix. Oh, pour les fans de la série, Netflix avait bien caché son jeu, alors que les spectateurs commençaient à désespérer de revoir un jour la série britannique sur leurs écrans. La plateforme partage une nouvelle qui risque d'en ravir plus d'un. Black Mirror va bel et bien avoir une 6e saison. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce retour de l'enfant prodige est imminent. C'est via une vidéo diffusée sur YouTube que la plateforme américaine lève le voile sur cette nouvelle cuvée. L'entreprise accompagne cette annonce d'une phrase plutôt encourageante. Il s'agira de la saison de loin la plus imprévisible, inattendue et inclassable. Cette description est accompagnée d'une précision calendaire. L'attente ne sera pas insurmontable puisque c'est en juin que le rendez-vous est fixé, avec l'une des productions télévisuelles les plus dérangeantes de ces dernières années. Il va falloir s'attendre à ce que cette nouvelle salve d'épisodes soit au centre des discussions cet été. Si Netflix n'a pas encore partagé le détail des nouveaux épisodes, on peut encore une fois s'attendre à un fin mélange de genres. L'un des chapitres nous transportera visiblement dans l'espace aux côtés d'un astronaute campé par Aaron Paul, l'acteur Jesse Pinkman, l'acteur de Breaking Bad. Ne sera d'ailleurs pas la seule célébrité invitée dans ce nouveau chapitre. Fort de sa réputation, Black Mirror a recruté quelques grands noms du cinéma comme Salma Hayek, Madame Hayek en personne. Les plus attentifs auront aussi reconnu Kate Mara, qui joue dans Les 4 Fantastiques, et Zazie Betts, qui joue dans le Joker. La liste précise des acteurs et actrices invités n'a pas encore été partagée. Netflix aura néanmoins le loisir de nous en apprendre plus sur le sujet au cours des prochaines semaines. On peut aussi s'attendre à connaître bientôt la liste des épisodes. On ne connaît pas encore le nombre de chapitres prévus pour l'instant. La dernière saison n'en comptait que 3. Le succès de Black Mirror repose sans aucun doute sur la capacité de la série à nous plonger dans une hypothétique futur aussi effrayant que plausible. À travers sa narration, la production anglaise interroge nos rapports aux nouvelles technologies et à la science. À l'heure où l'intelligence artificielle est au cœur des débats et quelques faits divers nous ont rappelé les risques qu'elle représente, Black Mirror peut-elle encore nous surprendre? Après tout, les dernières années ont été ponctuées par une crise sanitaire, des catastrophes climatiques et des conflits politiques d'ampleur. Depuis 2019, le monde a bien changé et même les scénaristes de la série n'auraient sans doute pas pu imaginer que la situation mondiale prenne une telle tournure. Charlie Brooker confiait d'ailleurs en 2020, je le cite, « Pour le moment, je ne sais pas si les gens sont prêts à voir des histoires de société qui s'écroulent. Je suis en train de retrouver mes compétences comiques, donc j'écris des scripts visant à me faire rire. » Il semble avoir repris du poil de la bête depuis. Et heureusement pour nous, rendez-vous donc en juin pour voir ce qu'il nous a concocté cette fois-ci. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission.
Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Hey, c'est terminé pour aujourd'hui. Après une semaine de pluie, annonce du beau soleil en fin de semaine. Hey! Hey, c'est de l'improvisation. Hein? J'ai voulu faire différent pour terminer l'émission cette semaine. Ah là là. Mais c'est vrai, il y a plu toute la semaine. Puis bon, il annonce du beau soleil. On va en profiter pendant que ça passe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.